Bonjour, aujourd'hui je fais les choses bien, je sors le trépied, la caméra, le micro et je réponds à la foire aux questions que j'ai lancée hier sur Instagram. Donc encore une fois vous avez été super nombreuses à répondre présente à cette foire aux questions, donc je vous en remercie. On va commencer sans plus tarder par la première question. Oui, ça va. Donc ça va très bien, je vous remercie. Voilà. Est-ce que tu te sens remise de ton opération? Ça va. Du coup, ça fait combien de temps que j'ai filmé? Je crois que c'était il y a 15 jours quand je vous ai posté la dernière vidéo, déjà, il me semble. Donc en 15 jours, il s'est quand même passé pas mal de choses. Au niveau de la guérison, ça va beaucoup mieux. Ça cicatrise très bien. J'ai toujours pas regardé à quoi ça ressemblait, je vous avouerai, mais on me dit que ça cicatrise très bien et que ça n'est qu'une question de jours maintenant. Donc voilà, je suis contente et rassurée. Coucou, je voudrais savoir si tu as eu des douleurs vives au niveau de ta césarienne. Alors des douleurs vives, non. Par contre, effectivement, quand c'est tout frais, que ça vient d'être fait, tu peux pas te remuer. En fait, c'est surtout les agrafes et le fait que quand tu viens d'accoucher, tu as quand même encore beaucoup de ventre. Et du coup, ben, forcément, selon les positions que tu adoptes, ben, tu t'arrêtes vite justement de les adopter, ces positions, parce que tu as le poids du ventre qui te tire. Donc d'un côté, de l'autre. Pour dormir, moi je me souviens, c'était surtout ça qui me gênait. Après des douleurs vives, non, puisque de toute façon tu as les cachets pour la douleur, donc la douleur ça va, mais ouais, t'es plus dérangé qu'autre chose, et puis ben, forcément c'est handicapant. Hein. Au début tu marches vraiment, t'es comme ça, il faut s'en remettre. Voilà, il faut s'en remettre, c'est pas hyper bien placé. Ton petit bonhomme fait-il ses nuits? Sinon, est-ce que le rythme n'est pas trop dur? Alors, il fait ses nuits, Ethan, depuis l'âge de 2 mois et demi. Il en a 4 là, donc ça va déjà faire 2 mois qu'il fait ses nuits. Lana les avait fait à l'âge de 2 mois. Lui, ça a été, voilà, il a fait les prolongations pendant 2 semaines de plus, ou à 2 mois et demi, il faisait ses nuits. Et là, il nous a fait quelques blagues. Alors, je me suis dit que c'était peut-être un petit pic de croissance ou quoi, mais c'est vrai que là, c'est toute dernière semaine, là, ces 2-3 dernières semaines, quand ça a commencé quand j'ai été hospitalisée en fait, pour mon opération, le soir même en plus. Je me fais opérer et la nuit qui suit, Lana se réveille à 3 h du matin avec 39 de fièvre. Et Ethan, pareil, se réveille à 3 h du matin parce qu'il avait faim. Donc je veux dire, c'était la totale. Mais papa a géré comme un chef. Et ouais, du coup, quand je suis rentrée après, il s'est réveillé comme ça, 2-3 nuits, pas forcément d'affilée, mais je sais pas, il avait une envie de manger à ce moment-là. Ça tombait aussi, il était pas mal enrhumé, donc je pense qu'il se réveillait parce qu'il avait le nez pris. Et du coup, ça lui donnait envie de manger, voilà, tout simplement. Mais ça n'a pas vraiment duré, voilà, ça a duré une petite semaine et puis c'est rentré dans l'ordre. Trouves-tu déjà des différences entre un petit garçon et une petite fille à ce stade-là? Pas vraiment. Pas vraiment. Hein. Du coup, alors, je pense que ça n'a rien à voir avec le sexe du bébé en lui-même, mais plutôt le caractère. Je trouvais Ethan plus demandeur des bras que Lana au même âge. C'est vrai que Lana, elle réclamait pour manger, voilà, on faisait des câlins, tout ça, on jouait. Mais après, c'est vrai que je pouvais la poser dans le parc, je pouvais la poser dans le transat, faire des trucs dans la maison à côté et tout ça. Elle faisait sa petite vie, elle jouait, etc. Alors que c'est vrai que Ethan, de toujours, il est très très demandeur des bras. Il reste très peu, finalement, tout seul à jouer comme ça. Voilà, même tout petit, il fallait l'avoir dans les bras, il pouvait pas rester tout seul. Voilà, c'est de son caractère, il est beaucoup plus câlin.
Alors est-ce que ça restera? Est-ce qu'on va me dire ah c'est normal, c'est un garçon? Je sais pas, mais c'est la seule différence pour l'instant. Après il a que 4 mois, donc au niveau du caractère, etc. c'est la seule chose que j'ai remarqué. On verra plus tard. As-tu commencé la diversification pour Baby Boy et comment t'organises-tu? Alors non, pas du tout. On n'a pas du tout commencé encore. 4 mois, ça me paraît assez tôt. Et encore, je dis 4 mois, mais on est déjà le 4 novembre. Donc ouais, il a 4 mois presque et demi maintenant. 4 mois et demi. Donc je pense qu'on y viendra. Doucement mais sûrement. J'avais rendez-vous chez le pédiatre il y a 15 jours, mais j'ai pas pu y aller du coup puisque ça tombait pile le jour où je me suis opérée. Là d'ailleurs il faut que je rappelle pour reprendre rendez-vous. On verra ce qu'il me dira à ce moment-là. Après c'est vrai que je le trouve, on a remarqué avec Julien qu'il nous regarde pas mal manger. Voilà. Donc je sais pas trop si c'est qu'il est intrigué de nous voir manger. Mais c'est vrai qu'il nous regarde porter la cuillère ou la fourchette à la bouche. Voilà, il fait le trajet, vous savez. Mais il ne demande pas encore, il réclame pas forcément, mais il nous regarde. Voilà, ça l'intrigue, il se demande ce que c'est, quoi. Et j'enchaîne du coup, tant que je parle alimentation, puisqu'on me demande bonjour, pour Ethan, vas-tu lui faire une diversification classique ou plutôt partir sur la DME et pourquoi? Donc la DME, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la diversification menée par l'enfant. Donc c'est-à-dire que l'enfant ne mange pas de compote ou de purée, il passe directement au morceau. Donc évidemment en fonction de son âge, on ne donne pas n'importe quoi directement. Alors moi, ça m'aurait bien plu. J'en ai pas trop discuté avec Julien. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Moi en tout cas, j'aurais bien aimé tenter la DME parce que je vois avec les amis comment ça se passe pour leur enfant et tout ça. Et c'est vrai que ça se passe super bien et c'est vrai que pourquoi pas, je trouve l'idée intéressante. Cela dit, Ethan est en crèche et en crèche je suis pas persuadée, je leur ai même pas posé la question, mais je pense pas que ça soit faisable en fait. Donc j'ai pas envie de faire la DME à la maison, puis à la crèche il a des purées, donc je pense qu'on va faire la diversification classique. Pourquoi avoir choisi la crèche plutôt qu'une nounou pour vos enfants? Alors, quand j'étais enceinte de Lana, en fait, on n'y a pas vraiment réfléchi. Ça a été assez naturel pour nous de nous dire on va faire une inscription en crèche. Parce que ça me paraissait plus simple au niveau des démarches. J'avais pas envie de me prendre la tête et de me lancer dans des recherches de nounou. Ça me paraissait compliqué. Voilà. Après d'aller rencontrer les nounous, de voir si le film passe bien. Ça peut être très compliqué. Je sais que voilà, il y a des personnes que je connais avec qui ça s'est pas forcément bien passé. Il y a eu des petites histoires, etc. Donc ça me mettait pas vraiment en confiance. Étant en plus employée de mairie, alors pas du tout dans le service des crèches, pas du tout dans le service petite enfance, mais dans le service enfance, donc des écoles. Donc je savais déjà comment ça se passait au niveau de l'administration, au niveau de l'encadrement, au niveau des règles, au niveau de tout ça. En fait, je sais pas pourquoi je me sentais en confiance. Je me suis dit, la crèche, je sais comment c'est encadré plus ou moins, même si c'était pas du tout mon service, mais voilà, je m'étais dit que je me voyais plus faire confiance à une crèche qu'à une nounou. Voilà, tout simplement. Donc on est parti sur ça, on a remonté le dossier de A à Z, on est allé faire les rendez-vous, etc. Et pour Ethan, on a fait la même chose. Et du coup, Ethan a pris la place de sa sœur, puisqu'on avait demandé la même crèche, et du coup, ça s'est goupillé comme ça, quoi. Voilà pourquoi on a choisi la crèche, et honnêtement, j'en suis très 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 contente. Vraiment très satisfaite. Tu n'as jamais eu envie de rester à la maison, profiter un peu plus de ton fils? Alors, avant d'avoir des enfants, j'idolâtrais un peu
les mères au foyer. Je me disais, mon Dieu, ça va être formidable en fait, de rester à la maison, pouvoir élever ses enfants, pouvoir s'occuper de son foyer à temps complet, etc. Et puis, écoutez, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez à quel point ça n'est pas simple. Même pour Lana déjà, c'est vrai que Lana, j'avais eu beaucoup plus de mal à la laisser à quelqu'un, de faire confiance en des personnes que je ne connais pas. Finalement, c'est très difficile de laisser son enfant et de devoir donner sa confiance. Mais là, c'est vrai que pour Ethan, ça a été difficile, évidemment. Je pense qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Dès que tu les laisses à quelqu'un, même si c'est la famille ou des amis très proches, ou la crèche, la nounou, etc., c'est toujours difficile de laisser son enfant. Mais là, j'étais beaucoup plus en confiance parce que je connais les locaux, je connais le personnel depuis 3 ans maintenant. Voilà, c'est un peu comme chez moi aussi. Je sais très bien que Ethan il va y être voilà, comme chez lui, dans cette crèche-là. Donc c'est vrai que ça a été plus simple de le laisser émotionnellement parlant. J'ai tout fait, cela dit, pour repousser au plus tard ma reprise du travail et pour pouvoir le garder avec moi. Bon, il y a eu quelques embûches, etc. Hein, vous avez suivi l'histoire. J'aurais déjà dû reprendre le travail, mais voilà, ça a été du coup un peu prolongé tout ça. Mais je suis pas faite pour être mère au foyer. C'est pas quelque chose qui me correspond. Quand on est au travail, c'est vrai qu'il nous tarde d'être en congé. On profite des congés, on est content d'être en congé. Mais quand on est tout le temps à la maison, au bout d'un moment, moi je sature. Voilà. Je sature et je n'arrive plus à profiter de mon foyer, de ma famille, comme je devrais. Et voilà, parce que je tourne en rond, parce que faut pas se mentir, ce qu'on fait à la maison, c'est ingrat. Voilà, c'est ingrat, c'est du ménage, c'est des tâches. Encore, je travaillerais de la maison. Par exemple, youtubeuse, ça serait mon métier. C'est pas la même chose. Mais là, ne pas travailler et donc tourner en rond pour tenir la maison, non. Et m'occuper des enfants, que ça, H24 à 100%, non. C'est pas quelque chose qui me correspond, tout simplement. Donc voilà, là, Ethan, il a 4 mois et demi, il va avoir 5 mois. Donc c'est très bien, il est temps que je reprenne. Cela dit, il y a quand même un gros souci en France, et j'en parlais d'ailleurs avec l'infirmière tout à l'heure quand elle est venue me faire les soins. Congé maternité, 2 mois et demi. Après l'accouchement, tu dois repartir travailler. Je pense qu'il y a un souci quand même. Voilà. Je m'étais déjà fait la réflexion après la naissance de Lana, mais là pour Ethan, voilà, c'est pareil. Tout n'est pas rose dans notre pays, mais tout n'est pas mauvais. Vraiment, je pense qu'il y en a qui devraient regarder un petit peu autour ce qui se passe chez les voisins, etc. Mais effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, vraiment, le truc que je retiens, c'est ça, quoi. Voilà. Repartir au travail alors qu'on a accouché il y a 2 mois et demi, c'est très difficile. C'est très difficile. 2 mois et demi, c'est un petit bout. 2 mois et demi. Je sais pas, quand ça a été mis en place, ça, finalement, je me dis, qui était la réunion ce jour-là? Qui a décidé de ça? Ils se sont réunis un jour, les mecs, là, ils se sont dit, bon, les femmes veulent travailler? Ok. Congé maternité? Allez. Wow. 2 mois et demi, c'est bon, ça va bien, tout le monde est ok? Tout le monde est ok. Au lieu de s'occuper de causes qui n'en sont pas, hein, finalement, avec, par exemple, dernière connerie en date que j'ai entendue. Alors, je sais pas d'ailleurs qui en parle de ça, si c'est des associations, des féministes, je sais pas qui, dites-moi ça en commentaire, parce que je me renseigne pas sur ça. J'ai entendu ça, j'ai lu ça, ça m'a saoulée, j'ai même pas cherché à comprendre. On est sur l'histoire du pronom il qui l'emporte sur le pronom elle. Et alors ça fait débat, vous voyez, là, ça fait débat. Je pense qu'au lieu de s'occuper de ce genre de débat qui n'en est pas, on devrait peut-être s'occuper de ce genre de débat-là sur le congé maternité, la présence des parents auprès de leurs enfants quand ils viennent de naître. Ça, c'est
une cause déjà un peu plus importante, voyez-vous, selon moi, bien sûr. Et j'enchaîne du coup, vous êtes trop forte, il y a de ces transitions, mais vraiment incroyables. As-tu repris le boulot? J'appréhende le retour au boulot pour ma part avec 2 enfants. Alors non, du coup, j'ai pas repris le boulot, j'aurais dû le reprendre fin octobre. Du coup, j'ai été un petit peu prolongée par rapport à l'opération. Mais là, ça va se faire très prochainement, dans les toutes prochaines semaines, là, ça y est. Je reprends le boulot cette fois-ci pour de bon. J'appréhende et j'ai hâte à la fois. J'appréhende parce que du coup je suis quand même arrêtée depuis le mois d'avril, donc ça commence à faire maintenant. Il y a eu pas mal de changements en plus dans mon service, donc il va falloir que je me remette un petit peu dans le bain. Je sais que ça se fera vite, mais j'ai quand même hâte de retrouver mes collègues, voilà, de sortir de la maison, de voir un peu ailleurs, de discuter avec d'autres personnes. Voilà, j'ai envie de tout ça, hein, tout simplement. J'ai hâte de ce retour, de ce matin quand je vais arriver au travail et que voilà, je vais pouvoir faire des câlins à mes collègues et tout ça, faire mon petit café, me mettre au travail, reparamétrer mes trucs et tout. Ça me met un petit coup de stress, je vous avoue, mais parce que j'ai l'impression que je vais être perdue et que j'aurai tout oublié, et je suis sûre que je vais remerder mes collègues la première matinée ou la première journée à leur reposer des questions de trucs que j'ai fait des milliers de fois, mais que voilà, il va falloir que ça revienne, hein, tout simplement. Mais après, j'apprends pas plus que ça. Bizarrement, par rapport à la maison et tout, je pense qu'on aura bien trouvé le rythme avec Julien, comment on s'organise le matin pour déposer les enfants, etc., pour les récupérer. On sera à la maison tôt tous les deux, puisque Julien, voilà, 4h30, pareil, sera comme moi à la maison. Donc voilà, 4h30, c'est super tôt. Bonjour, comment va ta puce depuis l'école niveau caractère? Alors Lana, niveau caractère, donc je pense qu'on me demande aussi peut-être si... Enfin, je vais englober un petit peu tout ça, si elle s'est posée avec l'entrée à l'école, si au contraire ça a été difficile, si elle est un peu plus dure, si... voilà, tous ces petits trucs-là. Et c'est vrai que tout le monde me disait, qu'est-ce qu'elle a grandi en si peu de temps. Bon, physiquement, bien sûr, elle a grandi, mais niveau caractère, niveau expression, niveau parole, niveau... c'est devenu, et ça devient de plus en plus une petite fille en fait, voilà, qui a ses mimiques de petite fille, ses expressions, le fait qu'on soit en village, les classes sont, il y a tous les niveaux dans sa classe, donc c'est vrai qu'elle côtoie au quotidien des enfants plus grands qui ont déjà 5 ans, qui vont aller sur leurs 6 ans, donc c'est vrai qu'elle évolue énormément, mais vraiment, en 2 mois de temps ça a été fulgurant. Et tout le monde nous l'a dit, et puis même la famille, les amis, voilà, nous le disent. Qu'est-ce qu'elle a grandi. Donc ouais, il y a vraiment eu du changement. Après, à la maison, elle a toujours ces petits moments où, voilà, ces petites crises, il faut qu'elle pète les plombs. C'est pas forcément dit péjorativement, hein, mais voilà, il y a des moments, ça reste une enfant, voilà. Mais elle est... peut-être plus à l'écoute, elle comprend peut-être plus quand elle a envie, parce qu'il y a des fois elle n'a pas envie de nous écouter et elle reste braquée sur son idée. Bon, ça c'est... je pense que ça sera de toujours et c'est par rapport à son caractère et tout ça. Mais ensuite c'est pareil, elle va pouvoir faire des activités qu'elle ne faisait pas avant, où elle n'avait pas la concentration nécessaire. Là par exemple, on lui a fait une petite trousse... pour pouvoir faire des activités manuelles, voilà, donc des petits ciseaux, des bâtons de colle, voilà, une petite trousse comme ça d'écolier, et elle s'éclate quoi, elle peut rester 1 heure à faire ses petits trucs, ses découpages, ses collages. Enfin, ouais, non, elle change beaucoup. À quand une vidéo avec Juliana? Alors j'aimerais tellement, mais vraiment j'aimerais tellement, mais en fait on s'est jamais dit, bon ok, on se voit là et on filme une vidéo. Parce que quand on se voit, c'est avec les maris et les enfants, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se cale un jour pour se dire, écoute, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas les enfants ni quoi que ce soit et ça sera plus simple. Donc déjà, il faudrait qu'on le fasse comme ça, mais on n'est pas non plus à côté l'une de l'autre, on a un petit peu de route, on n'est pas très loin,
Mais voilà, il faut, ça s'organise quoi, on n'est pas à 5 minutes ou 10 minutes en voiture, où on peut s'improviser ça comme ça le matin pour l'après-midi. Mais ça, voilà, ça peut très très bien se faire et très facilement. Après, voilà, je sais pas trop. Mais il faudrait, ça serait très très intéressant déjà pour nous, je pense. Et puis pour vous aussi, puisque c'est vrai que il y a certaines choses sur lesquelles qu'on a fait différemment avec nos enfants. Il y a d'autres choses qu'on fait de la même façon. Et pour autant, voilà, on s'entend mais tellement bien. Je crois que vraiment, Juliana, ça a été... à ce jour, c'est, je pense, ma plus belle rencontre sur YouTube. Voilà. C'est vraiment devenu une amie. Elle le sait, j'espère en tout cas qu'elle le sait. Mais voilà, c'est vraiment une copine, une amie très très proche aujourd'hui. Et ça ira bien au-delà de YouTube, j'en suis persuadée de ça. C'est un peu le bordel ma vie finalement. À la base, quand j'ai passé mon bac ES, je voulais être enseignante. Donc j'avais passé mon bac général, puis je suis allée à la fac, j'ai passé une licence d'espagnol, et de là j'ai passé mon concours pour entrer à l'IUFM. Alors je sais pas si depuis l'IUFM ça existe encore. Dites-moi s'il y a des enseignants dans les parages, ou même je sais qu'il y a des anciennes copines de fac qui sont abonnées aujourd'hui à ma chaîne et qui sont devenues enseignantes. Donc à l'époque elles ont suivi le parcours IUFM, mais si vous êtes là les filles, n'hésitez pas à dire en commentaire, je pense que étant là-dedans vous savez si les IUFM sont toujours en place ou pas. Mais bref, il y avait le concours d'entrée à l'IUFM que j'ai passé, que j'ai loupé. Je l'ai passé 2 fois. La première année, j'étais encore en 3e année de fac, donc j'avais pas encore ma licence. Mais on pouvait, pour gagner du temps en fait, en parallèle de la 3e année à la fac, on pouvait passer son concours d'entrée à l'IUFM de sorte que dès qu'on validait la 3e année et la licence, tac, on enclenchait en septembre la première année d'IUFM. Donc je l'ai pas eu cette année-là, donc du coup j'ai eu une année sabbatique, je crois. Est-ce que je travaillais à ce moment-là? Oui, ou alors je travaillais, j'étais en intérim, ou c'est peut-être là aussi que j'ai commencé la vente, je pense. Ouais, j'ai dû travailler en parallèle de la préparation à ce concours pour le repasser l'année qui a suivi. Et c'est là que je me suis mise en ménage avec Julien. En fait, on était déjà ensemble, mais voilà, on a pris notre appartement, et puis c'est là que j'ai commencé l'année qui a suivi, je crois, à lancer ma chaîne, etc. C'était très peu de temps après ce passage-là des études. Donc je l'ai loupé la 2e année. Je vous avoue que j'étais pas trop là-dedans. Quand on goûte au fait d'avoir son appartement, son indépendance, qu'on commence à travailler, c'est très difficile de rester dans les bouquins. Et donc j'ai loupé ce concours IUFM. Et à ce moment-là, je me rappelle, c'était Sarkozy, je crois, à l'époque, oui. Le gouvernement en tout cas, qui voulait basculer les études d'enseignant à bac+5 avant de pouvoir passer son concours d'entrée à l'IUFM. Donc du coup il fallait rajouter 2 ans d'études, et voilà, entre temps moi je m'étais mis en ménage, etc. J'avais pas envie de prolonger, donc j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, est-ce que je regrette de ne pas avoir eu ce concours, de ne pas être devenue enseignante? Non. Non, je ne regrette pas, parce que pour le coup, pour avoir côtoyé au quotidien des enfants pendant plusieurs années, que ce soit moi en tant qu'animatrice à devoir tenir un groupe d'enfants de tous les âges, de 3 à 10, 11 ans, sur des ateliers, etc., faire des activités, à proposer des jeux, à proposer des... Voilà. Pour l'avoir fait, évidemment, c'est pas de la pédagogie comme un enseignant, loin de là, je ne prétends pas du tout avoir fait la même chose qu'un enseignant, mais voilà, je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Pour l'avoir fait à ce niveau-là, et puis ensuite pour avoir côtoyé des enseignants au quotidien pendant des années, et pour avoir beaucoup discuté, échangé avec eux, etc., avoir vu comment se comportent les enfants en classe, et tout ça, j'en ai beaucoup discuté à droite à gauche, et c'est vrai que je me suis toujours dit qu'avec le recul,
c'est peut-être pas un métier qui était fait pour moi. Et je ne pense pas avoir cette pédagogie, cette patience pour avoir une salle de classe et pour apprendre, pour enseigner à des enfants. C'est une responsabilité de malade. Alors on a beau dire les enseignants ils sont toujours en vacances, les enseignants ceci, les enseignants cela, mais les enseignants ils sont là pour apprendre des choses à vos enfants. Et c'est tellement noble comme métier, vraiment. Et moi, je pense que je serai toujours reconnaissante. Voilà, ça. Quand je vois Lana, là, en 2 mois de temps, ce qu'elle arrive à faire à la maison, tout ce qu'elle a appris, c'est fou. C'est juste fou. C'est un métier. N'importe qui ne s'improvise pas enseignant. C'est pareil, en ce moment, on est en plein dans le move de l'instruction en famille. Me revoilà, je parle trop, j'ai dû vider la carte. Donc je disais que moi en tout cas, non, je ne regrette pas de ne pas être enseignante parce que voilà, c'est un métier, ça s'apprend, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et honnêtement, je ne me verrai pas le faire avec mes propres enfants. Alors je vous avoue que non, avec le recul, non, je sais pas si j'en aurais été capable en fait. Voilà, si vraiment j'en aurais été capable. Comment vis-tu l'arrêt de l'allaitement vis-à-vis de la pression extérieure et de toi-même? Alors, pression extérieure, j'en ai aucune, mais alors vraiment aucune. Les gens pensent bien ce qu'ils veulent. De toute façon, il faut se dire que dès lors que tu vas avoir un enfant, rien n'ira aux yeux des autres. Voilà. Tu l'allaites. Ah, tu l'allaites, mais tu vas voir, c'est une galère. Ton gosse, il fera jamais ses nuits. Tu vas l'avoir toujours dans les bras, collé au sein, nanana, nanana. Tu l'allaites pas. Ah, tu l'allaites pas, mais pourtant, c'est ce qui est de meilleur pour ton bébé, nanana, nanana. Ah, tu vas faire du cododo, mais jamais de la vie tu vas réussir à t'en dépêtrer, blablabla, blablabla. Tu le portes trop. Oh là là, mais tu le portes trop, il va s'habituer au bras, etc., etc. Tu fais la DME, tu fais pas la DME, bref. De toute façon, aujourd'hui, quoi que tu fasses et quoi que tu dises, rien ne va. Donc la pression extérieure, je n'en ai pas vis-à-vis de ça, de l'allaitement, honnêtement, voilà. Pas du tout. C'est plus vis-à-vis de moi hein, que ça m'importe. Et le fait que ce soit arrêté si brutalement, du jour au lendemain au final, parce que j'étais dans ma lancée, j'étais partie, etc. Et puis du jour au lendemain, j'ai dû non, c'est pas que j'ai dû, c'est juste que moi, psychologiquement parlant, ça m'a tué, voilà, ça m'a tué littéralement. Ça m'a tué, ça m'a traumatisé, ça m'a tout ce que vous voulez. Donc j'ai pris la décision d'arrêter parce que voilà, j'ai pris cette décision, mais ça a été du jour au lendemain. Donc j'ai commencé le sevrage petit à petit et puis voilà. Donc c'est vrai que comment je le vis, je l'ai très très mal vécu. Très très mal. J'ai tout rangé, mon évier est débarrassé de tout ce qui est tétérel et tout ça. Donc c'est vrai que j'y pense pas, j'essaye de pas y penser, mais ça, quand j'y pense, ça me fait mal au cœur quand même. Voilà, parce que j'étais bien lancée et tout, mais dès lors que j'ai su que j'étais malade, que j'avais ça et tout ça, que je devais me faire opérer, c'était devenu vraiment un poids et psychologiquement je pouvais plus. Donc c'est comme ça, c'est la vie. De manière générale, trouves-tu plus difficile de passer de 0 à 1 enfant ou de 1 à 2 enfants? Je dirais par rapport, si je juge au postpartum par rapport à mon vécu, le plus difficile a été de passer de 1 à 2. Voilà, puisque voilà, je vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit pendant une demi-heure dans ma précédente vidéo. Ça a été très difficile, là maintenant ça va mieux et tout, mais voilà, j'ai eu des moments très difficiles où ça allait pas, etc. etc. Là où pour Lana finalement ça a été très très simple. Ça a été très très simple. Donc je dirais qu'effectivement passer de 1 à 2 enfants ça a été plus difficile pour moi. Bien que, attention, passer de 0 à 1 c'est quand même un sacré changement puisque
ça change complètement ta vie d'avoir un enfant. Alors il y en a qui vont dire oh non, ça change pas vraiment et tout. Après ça dépend comment on vit, ça dépend comment on l'entend, ça dépend son ressenti, etc. Mais c'est vrai que tu passes de ta vie de couple seul, sans enfant, etc. à un petit être comme ça qui arrive du jour au lendemain dans ton foyer. Donc ça change. Enfin, moi, selon moi, ça change quand même quelque chose. Puis il faut s'y mettre, voilà, il faut se lever la nuit, etc. Ça change. Ton quotidien change, ça c'est certain. Mais après, voilà, c'est en fonction évidemment de chacun. Enfin, alors j'ai mis cette question-là en dernier parce que j'avais envie d'y répondre. Et à la fois, je me suis dit, non, franchement, elle n'a rien à faire en première position, elle n'a rien à faire en plein milieu des autres questions. Donc, je vais la faire en dernier, cette question-là. Et comme ça, si les personnes ne sont pas intéressées, elles pourront zapper la vidéo à ce niveau-là. Mais vraiment, j'ai trouvé cette question what the fuck, un peu. Donc, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Et c'est pas la première fois qu'on me fait une réflexion, en fait. J'avais déjà eu une réflexion sur Instagram, comme ça. Que penses-tu du cas Mavachou et de leurs nombreuses polémiques? Alors ça les gars, le cas Mavachou. Alors parlons-en du cas Mavachou parce que je sais pas, j'ai trouvé cette question exceptionnelle. Quand j'avais répondu à ça sur Instagram, que j'avais dit, ben écoute, j'ai pas vraiment j'ai rien à dire en fait, enfin, j'ai rien de particulier à dire, pour moi RAS quoi. On m'avait répondu assez sèchement, ah ouais donc en fait tu cautionnes, nanana. J'ai pas trop compris. Alors, le cas Mavachou, donc c'est vrai que je trouve ça marrant parce que il y a personne qui me dit alors qu'est-ce que tu penses de Ellie Rose, qu'est-ce que tu penses de Baby Chou Family, qu'est-ce que tu penses de Journal du Maman, qu'est-ce que tu penses de d'autres chaînes Vlog Famille, mais qu'est-ce que tu penses du cas Mavachou? Je trouve ça énorme. Ben, j'en pense rien et à la fois j'en pense tellement. En gros, je me dis que cette nana là quand même, elle a tout compris. Voilà. Elle a cette capacité folle à se faire détester. Parce que c'est un peu ça en fait. Hein, elle est complètement détestée. Alors pourquoi? Pourquoi? Je me pose encore la question, vous voyez, je ne comprends pas pourquoi elle soulève les foules comme ça. Voilà. Là où moi, par exemple, je vais, et je vous le dis sans arrêt, je vais sur YouTube pour me divertir. Moi, j'aime bien, en fait, c'est mon moment de détente. Vous voyez, je fais mon café, je me pose dans mon canapé, j'allume mon truc, je me mets sur YouTube et je me lance des vlogs, des vidéos, des gens que j'apprécie, etc. Et je passe un moment comme ça de détente, au calme, voilà, je suis bien en fait, vous voyez. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour d'autres, c'est soit le matin avant d'aller au taf, soit en rentrant, elles n'ont qu'une hâte, c'est de se poser devant la télé ou devant leur téléphone ou que sais-je, et de se dire oh, alors qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui Mavachou? Mais wow. Enfin je sais pas, je trouve qu'il y en a qui ont un réel problème. Donc le cas Mavachou, ben écoutez, ma foi, je trouve que c'est une personne. Alors je suis abonnée à sa chaîne, je suis ses vidéos régulièrement d'ailleurs, et je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent sur son cas. Je ne sais pas ce qui a fait qu'un jour les gens ont pété les plombs sur elle, en fait, voilà. Alors, il paraît que ces animaux sont maltraités. Écoutez, pour des animaux maltraités, je les trouve quand même en bonne santé et à chaque fois qu'on les voit en vidéo, ils ont vraiment pas l'air malheureux. Ces enfants, donc, pour le coup, sont malheureux. Alors, bah, écoutez, pour des enfants malheureux, je trouve que
partent quand même souvent en vacances ces enfants. Alors ok, il y a des fois c'est en partenariat, mais ma foi les gosses, que ce soit en partenariat ou pas, ils s'en tapent, hein. Le but ultime c'est les vacances. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont, enfin voilà, le train de vie des parents fait que ils ont la chance de pouvoir avoir ce qu'ils veulent quand même. Alors évidemment, un enfant n'est pas forcément, et le bonheur n'est pas forcément synonyme de bien matériel, mais quand même. Alors oui, évidemment, l'amour de ses parents et les câlins, etc., ça fait énormément et ça joue beaucoup dans le bonheur des enfants. On est entièrement d'accord sur ça. Mais je pense pas qu'il manque des câlins, ces enfants. Je pense pas qu'il manque d'amour, honnêtement. Voilà, alors oui, les parents ne mangent pas avec les enfants, mais j'ai envie de dire, et on va pas se mentir, alors je n'ai pas 4 enfants, j'en ai 2. Je sais déjà ce que c'est d'en avoir 2 et de devoir manger tranquillement et de finir mon assiette du début à la fin. Et tu manges pas du début à la fin quand tu as des enfants non-stop sans t'arrêter. Voilà, moi mon repas je le prends en 3 ou 4 fois. Donc rien que pour ça, ils ont déjà tout mon respect d'en avoir 4. Déjà, parce qu'il faut avoir 4 enfants, les élever, s'en occuper, etc., etc. Donc personnellement, des parents qui mangent séparément de leurs 4 enfants, ça ne me choque pas plus que ça. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, hein. Je veux dire, ils sont là pour s'occuper des enfants, justement, et pour partager un moment avec eux sans forcément être à table à manger. Et au-delà de ça, ça me choque pas plus que ça que les parents aient envie de se retrouver sans les enfants le soir et qu'ils aient leur moment à eux pour manger, pour se poser tranquillement. Enfin, je vois pas en quoi c'est choquant. Je sais pas, franchement je comprends pas en fait. Les gens ont vraiment cette capacité folle à se, comment dire, à se mêler de ce qui les regarde pas en fait, et à juger la vie des gens, alors que, encore une fois je le répète, c'est tellement facile de ne filmer que ce qu'on veut, et je crois qu'ils l'ont très bien compris tous les deux, et qu'ils jouent un petit peu sur ça, et ils ont ils ont raison, voilà. Ils ont raison, ils ont compris que de toute façon ça faisait parler, qu'on parlait beaucoup d'eux, que maintenant ils jouent un petit peu de ça je pense aussi, et que qu'on en parle en bien ou pas, ma foi le nombre d'abonnés suit, les vues suivent, visiblement les revenus suivent, les partenariats suivent. Le seul truc qui moi me mettrait vraiment hors de moi, c'est le fait de, qu'on me dise à l'école de ma fille, écoutez, il y a des gens qui appellent pour dire que vous êtes des parents incompétents, que vos enfants sont malheureux, etc. Ça me ferait littéralement péter les plombs. Et c'est ce qui leur arrive visiblement. Mais après, hormis ça, écoutez, c'est des gens qui ont bien compris le business de YouTube, qui savent très bien mener leur barque. Après, écoutez, qui s'entendent avec d'autres youtubeurs ou pas. Est-ce que vous, au quotidien, vous vous entendez avec vos collègues de travail H24? Est-ce que vous faites des bouffes avec eux constamment? Est-ce que vous faites des apéros avec eux constamment? Est-ce que vous les voyez de façon générale en dehors du travail? Non, pas forcément. Ce sont des collègues de travail, tu n'es pas obligé de devenir ami avec eux. Mais là, c'est pareil, c'est pas parce qu'on est sur YouTube que forcément on est obligé de s'entendre avec tous les autres youtubeurs qui font la même chose que toi. Voilà, moi je me suis fait des amis sur cette plateforme et j'en suis très satisfaite, mais je m'en serais pas fait, écoutez, c'est pas une obligation quoi. Donc voilà, non vraiment le cas Mavachou, j'ai pas grand chose à dire en fait, voilà. Mais je tenais à répondre à cette question. Je me dis même, est-ce que si je le mettais dans le titre pour me ramener des vues, ça pourrait être intéressant ça. Je déconne, évidemment, je ne le ferai pas. Mais ça m'a fait marrer. Voilà, ça m'a fait marrer et j'avais envie de répondre à cette question. Je vais vous laisser assez rapidement parce que ma batterie clignote depuis déjà 2 minutes, donc ça a coupé d'une seconde à l'autre. Je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup, beaucoup, évidemment, pour tous vos retours sous ma précédente vidéo, pour vos commentaires, votre partage, etc. Je vous dis à très bientôt. Ciao.